Posez votre tête confortablement sur l'oreiller et laissez-vous porter par les vagues de l'histoire. Avant de commencer notre voyage à travers les siècles anglais, je vous invite doucement à mettre un petit « j'aime » à cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos histoires fascinantes. Maintenant, fermez les yeux et laissez-vous transporter à travers les brumes du temps, vers une île dont le destin fut façonné par la mer, la guerre et une succession de monarques dont les décisions résonnent encore aujourd'hui dans nos institutions modernes. Avez-vous déjà pensé que l'Angleterre telle que nous la connaissons n'aurait jamais existé sans l'échec d'un seul homme à garder une promesse? Que l'empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais est né d'une tempête qui a dévié une flotte de navires en bois vers une plage désolée du sud de l'Angleterre? Que la langue que vous parlez, les lois qui vous gouvernent et peut-être même votre nom de famille portent l'empreinte d'un duc français qui a traversé la Manche un jour d'automne il y a presque 1000 ans. L'histoire que nous allons vous raconter ce soir n'est pas simplement celle d'une conquête, mais celle d'une fusion qui a transformé une île périphérique en un centre mondial de pouvoir. Comment un territoire fragmenté est-il devenu le berceau de la révolution industrielle? Pourquoi des rois et reines aux tempéraments si différents ont-ils tous contribué à façonner ce que nous appelons aujourd'hui la démocratie moderne? Et que reste-t-il aujourd'hui de cet héritage millénaire dans nos vies quotidiennes? Ce que vous êtes sur le point d'entendre n'est pas seulement l'histoire d'une nation, mais l'histoire d'un système qui a changé le monde, pour le meilleur et pour le pire. Avant que Guillaume le Conquérant ne pose le pied sur les plages de Pevensey, ce fatidique 28 septembre 1066, l'Angleterre était déjà un kaléidoscope de culture et d'influence. L'île que nous connaissons aujourd'hui comme l'Angleterre portait encore les cicatrices des invasions successives. D'abord les Romains, qui avaient abandonné l'île au 5e siècle, puis les Angles, les Saxons et les Jutes, peuples germaniques, qui s'étaient installés en vagues successives, et enfin les Vikings danois, qui avaient ravagé puis colonisé une grande partie du territoire. Imaginez un instant le monde anglo-saxon de cette époque. Les forêts denses couvraient une grande partie du pays, interrompues par des clairières où s'élevaient des villages aux maisons de bois et de chaume. Les routes romaines, encore visibles mais de moins en moins entretenues, reliaient des villes modestes comme Londres, York ou Winchester. Le long des côtes, des navires aux proues sculptées rappelaient la menace constante venue du nord. Ce que beaucoup ignorent, c'est que l'Angleterre anglo-saxonne n'était pas le territoire arriéré que l'on dépeint souvent. Sous le règne d'Alfred le Grand au IXe siècle, puis de ses successeurs, un véritable État avait commencé à émerger. Le roi Édouard le Confesseur, mort sans héritier en janvier 1066, avait présidé à une cour sophistiquée, influencée par les cultures normandes et scandinaves. L'architecture religieuse fleurissait, et l'abbaye de Westminster, consacrée juste avant sa mort, témoignait de cette prospérité. La société anglo-saxonne était structurée autour d'un système complexe de loyauté personnelle. Au sommet se trouvait le roi, entouré de ses earls, puissants nobles qui gouvernaient de vastes territoires en son nom. En dessous se trouvaient les Thegns, guerriers propriétaires terriens qui formaient l'épine dorsale de l'armée royale. La majorité de la population était composée de paysans libres, les Séorls, qui cultivaient leurs propres terres tout en devant service à leur seigneur local. Contrairement à la croyance populaire, les anglo-saxons possédaient un système juridique élaboré. Les lois étaient codifiées en vieil anglais plutôt qu'en latin, et la justice était rendue dans des assemblées locales appelées hundred court. Le verguild, ou prix du sang, établissait la valeur de chaque homme en fonction de son rang social, devant être payé à sa famille en cas de meurtre. L'air que vous auriez respiré en vous promenant dans ces villages aurait porté l'odeur du pain frais cuit dans des fours communaux, celle de la bière brassée dans chaque maison, et celle des feux de bois qui brûlaient continuellement pour combattre l'humidité du climat anglais. Vous auriez entendu le bruit des métiers à tisser, car le textile anglais était déjà réputé en Europe.
et les conversations dans une langue que vous auriez eu du mal à reconnaître comme de l'anglais. Le vieil anglais, avec ses inflexions germaniques et sa grammaire complexe. Un autre mythe à dissiper. Les anglo-saxons n'étaient pas isolés du continent. Des marchands venus de Scandinavie, de Normandie, de Flandre et même de plus loin fréquentaient régulièrement les ports anglais. L'Église anglo-saxonne entretenait des liens étroits avec Rome, et de nombreux clercs anglais étaient déformés en France. Des pièces de monnaie anglo-saxonnes ont été retrouvées aussi loin que Constantinople et Jérusalem. Cependant, cette société relativement stable traversait une période de turbulence à la mort d'Édouard le Confesseur. Le problème de la succession avait créé des tensions que l'océan lui-même ne pouvait contenir. 3 hommes revendiquaient le trône. Harold Godwinson, puissant Earl de Wessex, Harald Hardrada, roi de Norvège, et Guillaume, duc de Normandie. La succession d'Édouard était compliquée par le fait qu'il n'avait pas d'enfant. Selon les chroniques normandes, il aurait promis son trône à Guillaume de Normandie lors d'une visite de ce dernier en Angleterre. Mais sur son lit de mort, Édouard aurait désigné Harold Godwinson comme son successeur. Quant à Harald Hardrada, il fondait sa revendication sur un ancien traité entre son prédécesseur et le roi danois d'Angleterre. Les vents du changement soufflaient sur la Manche, et avec eux, les voiles des navires normands qui allaient transformer à jamais le destin de l'île. Qu'est-ce qui pousse un homme à risquer sa vie et celle de milliers d'autres pour conquérir un royaume étranger? Pour comprendre les motivations de Guillaume de Normandie, il faut plonger dans le monde complexe de l'Europe du XIe siècle, où pouvoir, honneur et religion s'entremêlaient inextricablement. Guillaume, duc de Normandie, était lui-même le produit d'une fusion culturelle. Descendant du viking Rollon, qui avait obtenu du roi de France le territoire qui deviendrait la Normandie, il dirigeait un duché prospère mais contesté. Surnommé le bâtard, en raison de sa naissance illégitime, Guillaume avait passé sa jeunesse à affirmer son autorité sur des vassaux turbulents. À 38 ans, en 1066, il était un chef de guerre expérimenté, connu pour sa détermination implacable et sa vision stratégique. Pour Guillaume, la conquête de l'Angleterre n'était pas simplement une question d'ambition personnelle. C'était une question d'honneur. Il considérait qu'Édouard lui avait promis le trône et que Harold Godwinson avait juré de soutenir cette promesse. Lorsque Harold fut couronné roi le 6 janvier 1066, Guillaume y vit une trahison personnelle. La religion jouait également un rôle crucial. Guillaume obtint le soutien du pape Alexandre II, qui lui envoya une bannière papale pour bénir son entreprise. L'Église voyait d'un bon œil l'idée de renforcer son influence en Angleterre, où certaines pratiques s'écartaient des normes romaines. Mais ne nous y trompons pas. Derrière ces motivations nobles se cachaient des considérations très pratiques. La Normandie, bien que prospère, était un duché relativement petit dans la hiérarchie féodale française. L'Angleterre, avec ses terres fertiles, ses villes commerçantes et son système fiscal efficace, représentait une opportunité d'enrichissement considérable. Préparer une invasion d'une telle ampleur n'était pas une mince affaire. Guillaume dut rassembler une flotte de plusieurs centaines de navires. Certaines sources parlent de 700 embarcations et recruter une armée d'environ 7000 hommes. Pour attirer les combattants, il promit terres et titres en Angleterre après la victoire. Imaginez le rivage normand pendant l'été 1066. Le bruit des haches et des marteaux résonnant dans les forêts, alors que des centaines d'arbres étaient abattus pour construire des navires. L'odeur du goudron chaud utilisé pour calfater, les coqs, le cliquetis des armures, alors que chevaliers et fantassins s'entraînaient, les discussions animées des nobles planifiant la distribution des terres anglaises qu'ils espéraient conquérir. La flotte était prête à partir dès août, mais les vents contraires la retinrent au port pendant plusieurs semaines. Cette attente forcée aurait pu être désastreuse pour l'entreprise de Guillaume, car maintenir une telle armée immobilisée représentait un coût énorme. Mais ce délai s'avéra providentiel. Car pendant ce temps,
au nord de l'Angleterre, un autre prétendant était passé à l'action. Harald Hardrada, roi de Norvège, avait débarqué avec une puissante armée et s'était allié à Tostig, le frère rebelle de Harold Godwinson. Le 20 septembre, ils infligèrent une défaite aux forces anglaises à la bataille de Fulford. Harold Godwinson, qui attendait l'invasion normande dans le sud, dut marcher rapidement vers le nord avec son armée. Dans un exploit militaire remarquable, il parcourut environ 380 km en seulement 4 jours. Le 25 septembre, il surprit les forces norvégiennes à Stamford Bridge et remporta une victoire décisive. Harald Hardrada et Tostig furent tués dans la bataille. Mais 3 jours plus tard, alors que l'armée de Harold était encore dans le nord, affaiblie et épuisée, les vents changèrent enfin en Normandie. Guillaume embarqua ses troupes et traversa la Manche, débarquant à Pevensey le 28 septembre. À ce moment précis, l'histoire de l'Angleterre se trouvait à un carrefour. Si les vents avaient permis à Guillaume de traverser quelques semaines plus tôt, il aurait affronté l'armée anglaise au complet et reposé. Si Harold avait pu rester dans le sud, l'issue de la bataille aurait peut-être été différente. Le destin d'un royaume dépendait des caprices du vent et de la mer. Lorsque Guillaume posa le pied sur le sol anglais, la légende raconte qu'il trébucha et tomba. Voyant ses soldats prendre cela pour un mauvais présage, il saisit des poignées de terre dans ses mains et s'exclama « Par la splendeur de Dieu, j'ai saisi l'Angleterre de mes 2 mains », transformant ainsi un accident en signe de possession, symbolique. Le débarquement normand marquait le début d'une aventure dans l'inconnu. Malgré toutes les préparations, Guillaume ne pouvait être certain de ce qu'il attendait. Les cartes de l'époque étaient rudimentaires, ses connaissances du terrain limitées. Il s'avançait dans un pays dont il ne parlait pas la langue, dont il ne connaissait pas les coutumes, et dont la population lui était hostile. Mais ce saut dans l'inconnu allait changer à jamais le destin de l'Angleterre et de l'Europe. Harold Godwinson apprit le débarquement normand alors qu'il célébrait sa victoire à York. Sans prendre le temps de rassembler toutes ses forces, il redescendit vers le sud à marche forcée, rassemblant des hommes sur son passage. Le 14 octobre 1066, les 2 armées se rencontrèrent près de Hastings, sur une colline qui porte aujourd'hui le nom de Battle. L'aube se levait sur un paysage de brume, l'herbe encore humide de rosée. D'un côté, l'armée anglo-saxonne, composée principalement d'infanterie, formait un mur de boucliers au sommet de la colline. De l'autre, l'armée normande, plus diversifiée, avec sa cavalerie lourde, ses archers et son infanterie. La bataille commença par une volée de flèches normandes, suivie d'assauts répétés de l'infanterie et de la cavalerie contre le mur de boucliers anglais. Pendant plusieurs heures, les anglo-saxons tinrent bon, repoussant charge après charge. Puis un contingent normand, repoussé, commença à se retirer en désordre. Des guerriers anglais rompirent les rangs pour les poursuivre. Était-ce une véritable déroute des Normands ou une feinte tactique? Les historiens débattent encore de cette question. Toujours est-il que Guillaume saisit l'occasion pour lancer une contre-attaque qui brisa la cohésion du mur de boucliers. Vers le soir, une flèche aurait atteint Harold à l'œil, du moins selon la tapisserie de Bayeux, chronique visuelle contemporaine de la bataille. Qu'il soit mort ainsi, ou sous les coups des chevaliers normands qui l'atteignirent peu après, la chute du roi marqua la fin de la résistance anglo-saxonne. L'armée se débanda, poursuivie par les Normands qui ne firent pas de quartier. Le lendemain matin, le champ de bataille offrait un spectacle macabre. Des milliers de corps jonchaient la colline et ses environs, dépouillés de leurs armes et de leurs vêtements par les pillards. Guillaume avait remporté une victoire décisive, mais il n'avait pas encore conquis l'Angleterre. Ce n'était que le premier contact, brutal et sanglant, entre 2 mondes qui allaient devoir apprendre à coexister. Guillaume ne marcha pas immédiatement sur Londres. Il contourna la ville par l'ouest, brûlant et pillant sur son passage pour démontrer sa puissance et punir toute résistance. Cette stratégie eut l'effet escompté. À Canterbury, Winchester et d'autres villes importantes
les notables locaux vinrent lui faire leur soumission. À Londres, le Witenagemot, le conseil des grands du royaume, avait proclamé roi Edgar Ætheling, petit-neveu d'Édouard le Confesseur. Mais face à l'avancée normande et à l'absence de soutien militaire significatif, Edgar et ses partisans durent capituler. Le jour de Noël 1066, Guillaume fut couronné roi d'Angleterre à l'abbaye de Westminster. La cérémonie illustra parfaitement la tension de ce premier contact entre conquérant et conquis. Lorsque l'archevêque demanda à l'Assemblée si elle acceptait Guillaume comme roi, les acclamations des Anglais présents furent si fortes que les gardes normands à l'extérieur crurent à une émeute et mirent le feu à plusieurs maisons voisines. Le couronnement se termina dans la confusion. Le nouveau roi tremblant, non de peur, disent les chroniques, mais d'une émotion mêlée de colère et d'appréhension pour ce royaume turbulent qu'il venait d'acquérir. Cette scène symbolisait parfaitement le défi qui attendait Guillaume. Comment transformer une conquête militaire en un règne légitime et stable? Comment fusionner deux traditions, deux langues, deux systèmes juridiques et sociaux profondément différents? Les premières années du règne de Guillaume furent marquées par une résistance persistante. Des révoltes éclatèrent dans diverses régions, parfois soutenues par les Danois ou les Écossais. La plus sérieuse fut celle du Nord en 1069, que Guillaume réprima avec une brutalité qui marqua les mémoires. La dévastation du Nord consista à détruire systématiquement villages, récoltes et bétail dans toute la région entre York et Durham, provoquant une famine qui fit des dizaines de milliers de morts. Cette violence extrême avait un objectif politique clair, démontrer que toute résistance était futile et serait punie collectivement. Elle s'inscrivait dans une stratégie plus large de contrôle du territoire par la terreur et la construction de châteaux. Innovation normande qui transforma radicalement le paysage anglais. Avant 1066, les fortifications anglo-saxonnes étaient principalement des enceintes de terre et de bois entourant des villes ou des résidences royales. Les Normands introduisirent le château féodal, centré autour d'une motte, colline artificielle, surmontée d'une tour en bois, le tout entouré d'une basse-cour fortifiée. Ces premiers châteaux, construits à la hâte, seraient progressivement remplacés par des structures en pierre plus imposantes, comme la Tour Blanche de Londres, commencée en 1078. Les châteaux servaient plusieurs fonctions. Ils étaient à la fois des bastions militaires, des centres administratifs et des symboles visibles de la domination normande. Leur présence dans le paysage rappelait constamment aux populations locales qu'un nouvel ordre s'était imposé. Mais la transformation la plus profonde fut sans doute celle du système féodal lui-même. Guillaume introduisit en Angleterre une version particulièrement centralisée du féodalisme normand. Il déclara que toutes les terres appartenaient désormais à la couronne et les redistribua à ses fidèles, créant ainsi un nouveau système d'obligations et d'allégeances. Pour comprendre l'ampleur de cette transformation, il faut se tourner vers le Domesday Book, extraordinaire recensement des terres et des ressources d'Angleterre commandé par Guillaume en 1086. Ce document sans précédent, compilé en moins d'un an, recense systématiquement les terres, leurs propriétaires, leurs valeurs, leur population et leurs ressources pour presque toute l'Angleterre. Le Domesday Book révèle l'ampleur du transfert de propriété qui suivit la conquête. Environ 4500 propriétaires terriens anglo-saxons avaient été remplacés par moins de 200 barons normands. Une élite entière avait été décimée et remplacée en l'espace d'une génération. Le nom même de ce recensement, Domesday, jour du jugement, reflète l'impression qu'il fit sur la population, aussi définitif et inévitable que le jugement divin. Ce nouveau système féodal introduisit une hiérarchie stricte. Le roi au sommet, suivi des tenants en chef, barons et évêques, qui tenaient leurs terres directement du roi, puis des sous-tenants, chevaliers tenant leurs terres des barons, et enfin, des paysans travaillant la terre. Chaque niveau devait service et fidélité au niveau supérieur. Une innovation cruciale
fut le serment de Salisbury de 1086, par lequel Guillaume exigea que tous les propriétaires terriens, quelle que soit leur position dans la hiérarchie féodale, lui prêtent personnellement allégeance. Cette mesure exceptionnelle renforçait le pouvoir royal face aux barons et évitait la fragmentation du pouvoir qui affaiblissait d'autres royaumes féodaux. La vie quotidienne des paysans anglais changea également sous la domination normande. Bien que le système manorial existât déjà, il se rigidifia et s'étendit. De nombreux paysans libres, ceorls, furent réduits au statut de serfs, vilains, liés à la terre et soumis à diverses obligations envers leurs seigneurs. Travail obligatoire sur les terres seigneuriales, taxes en nature ou en argent, et restrictions sur leurs déplacements et leurs mariages. Imaginez un village anglais vers 1100. Les chaumières des paysans sont regroupées autour d'une place centrale, où se trouve peut-être un puits ou un four communal. Les champs s'étendent tout autour, divisés en longues bandes selon le système d'assolement triennal. Au loin, sur une colline, se dresse le château normand, rappel constant de l'autorité du nouveau seigneur. Le dimanche, les villageois se rassemblent dans l'église paroissiale, où le service est désormais célébré par un prêtre normand dans un latin qu'ils ne comprennent pas. Les deux langues, l'anglais des paysans et le français des seigneurs, coexistaient sans vraiment se mélanger. Un vilain anglais qui apportait ses redevances au château devait s'adresser à un intendant bilingue, incapable de communiquer directement avec son seigneur normand. Cette séparation linguistique renforçait la division sociale. Pourtant, cette période vit aussi d'importantes innovations. Les Normands apportèrent avec eux des techniques agricoles plus avancées, comme le moulin à eau, qui se répandit rapidement en Angleterre. Ils introduisirent également de nouvelles cultures, dont certaines variétés de vignes, et développèrent l'élevage ovin, jetant les bases de ce qui deviendrait plus tard l'industrie lainière, pilier de l'économie médiévale anglaise. L'Église fut également profondément transformée. Guillaume remplaça systématiquement les évêques et abbés anglo-saxons par des ecclésiastiques normands. Son fidèle conseiller, Lanfranc, nommé archevêque de Canterbury, réforma l'Église anglaise pour l'aligner sur les pratiques continentales et renforcer son lien avec Rome. De nombreuses cathédrales furent reconstruites dans le style roman normand, plus imposant que les édifices anglo-saxons. La justice, l'administration et les finances connurent aussi des transformations majeures. Guillaume conserva certaines institutions anglo-saxonnes efficaces, comme le système de shire, comté et de hundreds, subdivisions administratives. Mais y plaça des shérifs normands. Il maintint également le geld, impôt foncier anglo-saxon, tout en introduisant de nouvelles taxes et obligations féodales. Une innovation juridique importante fut l'introduction des ordalies et des duels judiciaires normands, qui coexistèrent un temps avec les procédures de serment anglo-saxonnes. Cette période vit aussi l'émergence des premières formes de ce qui deviendrait plus tard la common law, mélange unique de traditions juridiques diverses. Lorsque Guillaume mourut en 1087 des suites d'une blessure reçue lors d'une campagne en France, il laissait un royaume transformé, mais pas encore complètement unifié. La fusion des cultures normandes et anglo-saxonnes n'en était qu'à ses débuts. Ce processus s'étendrait sur plusieurs générations, créant progressivement une nouvelle identité anglaise, ni tout à fait normande, ni tout à fait anglo-saxonne. Ce fut sous ses fils, Guillaume le Roux, 1087 à 1100, puis Henri Ier, 1100 à 1135, que la consolidation du pouvoir royal se poursuivit. Henri, en particulier, renforça l'administration centrale et codifia certaines pratiques féodales. Son mariage avec Mathilde, descendante de la lignée royale anglo-saxonne, symbolisa une première tentative de réconciliation entre les deux peuples. Mais à la mort d'Henri, l'absence d'héritier mâle plongea le royaume dans une période de guerre civile, connue sous le nom d'anarchie. Sa fille Mathilde et son neveu Étienne de Blois se disputèrent le trône pendant 19 ans, affaiblissant considérablement l'autorité royale face aux barons. Ce n'est qu'en 1154, avec l'accession au trône d'Henri II,
fils de Mathilde et du comte d'Anjou-Geoffroy Plantagenet, que s'ouvrit un nouveau chapitre de l'histoire anglaise. Henri II arrive au pouvoir en 1154 dans un royaume épuisé par 2 décennies de guerre civile. À seulement 21 ans, ce jeune homme aux cheveux roux et à l'énergie débordante hérite non seulement de l'Angleterre, mais aussi de vastes territoires en France. La Normandie de son grand-père maternel, l'Anjou de son père et l'Aquitaine de Ptolemy. Sa femme Aliénor. Cet ensemble territorial, que les historiens appellent l'Empire angevin, s'étendait des frontières de l'Écosse aux Pyrénées. Pour la première fois depuis la conquête, le centre de gravité du pouvoir royal n'était plus à Rouen ou à Caen, mais à Londres et Westminster, désormais au cœur d'un vaste réseau de possessions continentales. Henri II entreprit immédiatement de restaurer l'autorité royale en Angleterre. Il ordonna la destruction des châteaux construits sans autorisation royale pendant l'anarchie, récupéra les terres de la couronne aliénée et restaura l'administration centrale. Infatigable voyageur, il passait rarement plus de quelques semaines au même endroit, parcourant sans cesse ses domaines pour affirmer son autorité. Mais son œuvre la plus durable fut sans doute sa réforme du système judiciaire. Henri étendit considérablement la portée de la justice royale aux dépens des cours seigneuriales et ecclésiastiques. Il standardisa les procédures, nomma des juges itinérants qui parcouraient dans le pays pour rendre la justice au nom du roi, et introduisit de nouvelles formes d'action légale, comme le writ of novel disseisin, qui protégeait les possesseurs de terres contre les expulsions arbitraires. Ces innovations jetèrent les bases de la common law anglaise, système juridique unique basé sur les précédents et la jurisprudence plutôt que sur un code écrit. Cette tradition juridique, qui distingue encore aujourd'hui le droit anglais du droit continental, trouve ses racines dans les réformes d'Henri II. La tension entre pouvoir royal et pouvoir ecclésiastique culmina dans le conflit qui opposa Henri à son ancien ami et chancelier, Thomas Becket, qu'il avait nommé archevêque de Canterbury. Becket défendit farouchement les privilèges de l'Église, notamment le droit des clercs d'être jugés par des tribunaux ecclésiastiques. La querelle s'envenima jusqu'à ce que, en décembre 1170, Henri s'exclame dans un accès de colère. « Personne ne me débarrassera donc de ce prêtre turbulent. » 4 chevaliers prirent ces paroles au pied de la lettre et assassinèrent Becket dans sa cathédrale le 29 décembre. Ce meurtre scandalisa la chrétienté. Henri dut faire pénitence publique et modifier certaines de ses politiques envers l'Église. Becket fut rapidement canonisé, et son tombeau à Canterbury devint l'un des lieux de pèlerinage les plus importants d'Europe. Malgré cette crise, le règne d'Henri II marque une étape importante dans la fusion des identités normandes et anglaises. Henri lui-même, bien que descendant des conquérants normands, parlait anglais et s'identifiait comme roi d'Angleterre plutôt que comme duc de Normandie. Sous son règne, la noblesse normande commença à se considérer comme anglaise, tout en conservant des liens culturels et familiaux avec le continent. Cette fusion culturelle se reflétait dans la langue. L'anglo-normand, dialecte du français parlé par la noblesse en Angleterre, commençait à emprunter des mots et des structures à l'anglais, tandis que ce dernier s'enrichissait de nombreux termes français, particulièrement dans les domaines du droit, de l'administration, de la cuisine et de la mode. C'est de cette période que date la richesse lexicale de l'anglais moderne, avec ses doublons d'origine germanique et romane. Freedom et liberty, ask et demand, kingly et royal. Les dernières années du règne d'Henri furent assombries par les révoltes de ses fils, encouragés par leur mère, Aliénor d'Aquitaine, qu'Henri avait emprisonnée pour adultère. Il mourut en 1189, physiquement diminué et émotionnellement brisé par ses trahisons familiales. Son fils Richard Ier, surnommé Cœur de Lion, lui succéda. Chevalier accompli et stratège militaire brillant, Richard passa l'essentiel de son règne, 1189 à 1199, hors d'Angleterre. D'abord à la troisième croisade,
où il se forgea une réputation de guerrier intrépide, puis captif en Allemagne, et enfin à défendre ses possessions françaises contre Philippe Auguste. Ce roi absent, qui ne passa que 6 mois de son règne de 10 ans en Angleterre, est pourtant devenu une figure légendaire de l'histoire anglaise. Ses exploits militaires, son courage personnel et son sens de l'honneur chevaleresque en ont fait le héros de nombreux récits, dont certaines versions de la légende de Robin des Bois. L'absence de Richard permit à l'administration royale anglaise de se développer de manière autonome. Des administrateurs compétents comme Hubert Walter maintinrent un gouvernement efficace, levant des impôts considérables pour financer les guerres du roi et sa rançon lorsqu'il fut capturé en rentrant de croisade. Cette période vit l'émergence d'une bureaucratie royale de plus en plus sophistiquée, avec l'échiquier, trésor royal, et la chancellerie comme institution centrale. La mort de Richard en 1199, des suites d'une blessure reçue lors du siège d'un château français, porta au trône son frère Jean, surnommé plus tard Santerre. Le règne de Jean, 1199 à 1216, fut marqué par une série de désastres. La perte de la plupart des possessions continentales des Plantagenets, un conflit avec le pape qui mena à l'interdit sur l'Angleterre, et une révolte des barons qui culmina avec la signature de la Magna Carta, Grande Charte, en 1215. Ce document, souvent considéré comme une étape cruciale dans l'histoire des libertés constitutionnelles, limitait le pouvoir royal et établissait le principe selon lequel même le roi devait obéir à la loi. Bien que la Magna Carta ait été initialement conçue pour protéger les privilèges des barons, certaines de ses clauses, comme la promesse que « à aucun homme libre nous ne refuserons ou retarderons droit ou justice », établissaient des principes qui seraient plus tard interprétés comme des garanties de liberté individuelle. Jean mourut en 1216, laissant un royaume en crise à son fils de 9 ans, Henri III. Le long règne d'Henri, 1216 à 1272, fut marqué par des tensions récurrentes avec les barons, culminant dans la guerre des barons de 1264 à 1267, menée par Simon de Montfort. Cette révolte aboutit à la création du premier parlement représentatif de l'histoire anglaise, incluant non seulement les grands barons et les évêques, mais aussi des représentants des comtés et des villes. Bien que ce parlement n'ait pas survécu à la défaite et à la mort de Simon de Montfort, il créa un précédent important. Sous le fils d'Henri, Édouard Ier, 1272 à 1307, le Parlement modèle de 1295 institutionnalisa la présence de représentants des communes aux côtés des lords spirituels et temporels. Édouard Ier, surnommé Longue Jambe en raison de sa haute stature, fut l'un des monarques les plus remarquables de la période médiévale. Législateur énergique, il promulgua de nombreux statuts qui consolidèrent et réformèrent le droit anglais. Guerrier accompli, il conquit le pays de Galles et tenta de soumettre l'Écosse, où sa brutale répression lui valut le surnom de « marteau des Écossais ». Son règne marque l'apogée du pouvoir royal médiéval en Angleterre. Mais paradoxalement, c'est aussi sous son règne que se consolidèrent les institutions qui limiteraient plus tard ce pouvoir. Le Parlement, les cours de justice indépendantes et un système administratif de plus en plus professionnalisé. La fin du XIIIe siècle vit également d'importants changements sociaux et économiques. Les villes se développèrent rapidement, stimulées par le commerce de la laine avec les Flandres. Une nouvelle classe de marchands enrichis émergeait, distincte de l'aristocratie terrienne traditionnelle. Les universités d'Oxford et de Cambridge, fondées au siècle précédent, devenaient des centres intellectuels d'importance européenne. La culture anglaise commençait également à développer une identité distincte. Bien que le français restât la langue de la cour et de l'administration, l'anglais moyen, Middle English, s'enrichissait et s'affirmait comme langue littéraire. Des œuvres comme Sieur Gauvin et le Chevalier Vert témoignent de cette renaissance littéraire.
Mais à l'horizon se profilait déjà le conflit qui dominerait l'histoire anglaise et française pendant plus d'un siècle. La guerre de 100 ans. La guerre de 100 ans, qui opposa l'Angleterre à la France de 1337 à 1453, ne fut pas un conflit continu, mais plutôt une série de campagnes entrecoupées de trêves, parfois longues de plusieurs décennies. Elle naquit de la revendication d'Édouard le IIIe d'Angleterre. 1327 à 1377, au trône de France, qu'il tenait de sa mère, fille de Philippe le Bel. Cette revendication dynastique se superposait à des conflits plus anciens concernant les possessions anglaises en France. Depuis Guillaume le Conquérant, les rois d'Angleterre étaient également ducs de Normandie et devinrent donc hommage au roi de France pour ses territoires. Cette situation ambiguë, où un roi était théoriquement le vassal d'un autre, créait des tensions constantes. Édouard III, jeune et ambitieux, vit dans la succession française disputée une opportunité d'affirmer ses droits. En 1337, après que Philippe VI de Valois eut confisqué la Guyenne, dernier vestige des possessions continentales anglaises, Édouard se proclama roi de France et entama les hostilités. Les premières décennies du conflit furent marquées par d'éclatantes victoires anglaises. À Crécy en 1346, puis à Poitiers en 1356, les armées anglaises, numériquement inférieures mais disciplinées et bien commandées, infligèrent de cuisantes défaites aux Français. L'arme décisive de ces batailles fut l'arc long gallois, capable de tirer plus rapidement et à plus longue portée que les arbalètes françaises, et assez puissant pour percer les armures des chevaliers. La capture du roi Jean II le Bon à Poitiers fut suivie du traité de Brétigny, 1360, par lequel la France cédait d'importants territoires à l'Angleterre et promettait une énorme rançon. Édouard renonçait en échange à sa revendication du trône français. Mais cette paix ne dura pas. Sous Charles V le Sage et son connétable Bertrand du Guesclin, les Français adoptèrent une stratégie plus prudente, évitant les batailles rangées et privilégiant les escarmouches et les sièges. Cette guerre de reconquête permit à la France de reprendre la plupart des territoires perdus. La mort d'Édouard, 3 en 1377, marqua le début d'une période difficile pour l'Angleterre. Son petit-fils et successeur, Richard II, n'avait que 10 ans à son avènement. Son règne fut marqué par des tensions politiques internes, culminant avec sa déposition en 1399 par son cousin Henri Bolingbroke, qui devint Henri IV, premier roi de la maison de Lancastre. Le fils d'Henri IV, Henri V, relança la guerre avec la France en 1415. Profitant des divisions internes françaises entre Armagnac et Bourguignon, il remporta une victoire décisive à Azincourt, suivant le même modèle tactique que Crécy et Poitiers. Archers anglais décimant la chevalerie française embourbée dans un terrain détrempé. Le traité de Troyes, 1420, semblait concrétiser le rêve d'une double monarchie. Henri V épousait Catherine, fille de Charles VI de France, et était reconnu comme héritier du trône français au détriment du dauphin Charles. Pour la première fois, la revendication anglaise semblait sur le point de se réaliser. Mais la mort prématurée d'Henri V en 1422, suivie peu après par celle de Charles VI, changea la donne. Le fils d'Henri, Henri VI, n'avait que 9 mois. Bien qu'il fût proclamé roi de France et d'Angleterre, la régence en France fut contestée par le dauphin, qui se proclama Charles VII. Les années qui suivirent virent un renversement graduel de la situation militaire. L'apparition de Jeanne d'Arc en 1429 et le sacre de Charles VII à Reims galvanisèrent la résistance française. Bien que Jeanne fût capturée et brûlée comme hérétique par les Anglais en 1431, l'élan qu'elle avait donné se poursuivit. En Angleterre, le jeune Henri VI se révéla un roi faible et influençable, souffrant d'épisodes de maladie mentale. Sous son règne, les Anglais perdirent progressivement leur possession française. En 1453,
Seul Calais restait sous contrôle anglais, marquant la fin effective de la guerre de 100 ans. Cette longue guerre transforma profondément les deux royaumes. En France, elle contribua à forger un sentiment national et renforça le pouvoir royal. En Angleterre, le coût humain et financier du conflit, combiné à la défaite finale, contribua à déstabiliser la monarchie et prépara le terrain pour la guerre civile qui allait suivre. La guerre des deux roses. Mais au-delà de ses conséquences politiques, la guerre de 100 ans eut un impact culturel et social profond. L'usage du français à la cour d'Angleterre déclina rapidement. L'anglais s'affirma comme langue nationale, utilisé même dans les documents officiels à partir du milieu du XIVe siècle. En 1362, le chancelier ouvrit le Parlement avec un discours en anglais pour la première fois. Cette anglicisation fut accélérée par la peste noire, qui ravagea l'Europe à partir de 1348, tuant entre un tiers et la moitié de la population. Cette catastrophe démographique bouleversa l'ordre social. La rareté de la main-d'œuvre permit aux paysans de négocier de meilleures conditions et accéléra le déclin du système féodal. La révolte des paysans de 1381, menée par Wat Tyler et inspirée par les prédications égalitaires de John Ball, témoigne de ces tensions sociales. Bien que rapidement réprimée, cette jacquerie révéla les profondes transformations en cours dans la société anglaise. Sur le plan culturel, cette période vit l'émergence de figures majeures comme Geoffrey Chaucer, dont les contes de Canterbury dépeignent avec vivacité et humour la société anglaise de la fin du XIVe siècle. Écrits en anglais moyen, ces récits témoignent de la vitalité de la langue vernaculaire et de son appropriation par les élites culturelles. L'architecture gothique atteignit son apogée avec le style perpendiculaire, spécifiquement anglais, caractérisé par ses grandes fenêtres, ses voûtes en éventail et ses arcs en accolade. Des chefs-d'œuvre comme la chapelle du King's College à Cambridge illustrent la sophistication technique et artistique de cette période. Mais tandis que la culture fleurissait, les fondements politiques du royaume se fragilisaient. La faiblesse d'Henri VI et les frustrations engendrées par les défaites en France allaient bientôt plonger l'Angleterre dans une nouvelle période de troubles, la guerre des Deux Roses. La guerre des Deux Roses tient son nom des emblèmes héraldiques des deux maisons rivales, qui se disputèrent le trône d'Angleterre de 1455 à 1485. La rose rouge de Lancastre et la rose blanche d'York. Toutes deux descendèrent d'Édouard le IIIe par différentes branches. Le conflit éclata sous le règne d'Henri VI, dont les périodes d'incapacité mentale et la politique désastreuse en France avaient mécontenté de nombreux nobles. Richard, duc d'York, descendant d'Édouard III par deux lignées et détenteur d'une immense fortune, se posa en alternative à la faction des Lancastre qui entourait le roi et sa puissante épouse française, Marguerite d'Anjou. Les premières escarmouches eurent lieu en 1455. Mais c'est la bataille de Towton en 1461 qui marqua un tournant décisif. Cette sanglante confrontation, peut-être la plus meurtrière jamais livrée sur le sol anglais, vit la victoire des Yorkistes. Édouard, fils de Richard d'York, tué quelques mois plus tôt, fut couronné roi sous le nom d'Édouard IV. Cependant, sa position resta précaire. En 1470, une révolte menée par son ancien allié, le comte de Warwick, surnommé le Faiseur de Rois, força Édouard à fuir en Bourgogne. Henri VI fut brièvement restauré sur le trône, mais dès l'année suivante, Édouard revint avec des renforts bourguignons. Warwick fut tué à la bataille de Barnet, et Henri VI mourut peu après, probablement assassiné, à la Tour de Londres. Le second règne d'Édouard IV, 1471 à 1483, fut relativement paisible et prospère. Habile administrateur, il restaura les finances royales et encouragea le commerce. Mais sa mort prématurée à 40 ans replongea le royaume dans la crise. Son fils, Édouard V, n'avait que 12 ans. Son oncle et Lord Protecteur, Richard,
duc de Gloucester, le fit déclarer illégitime et s'empara du trône sous le nom de Richard le III. Le jeune Édouard et son frère, enfermés à la Tour de Londres, disparurent mystérieusement, donnant naissance à la légende des princes de la Tour, supposément assassinés sur ordre de Richard. Richard III, dépeint par la tradition shakespearienne comme un tyran difforme et maléfique, fut en réalité un administrateur compétent qui promulgua plusieurs réformes législatives importantes. Mais son usurpation lui avait attiré de nombreux ennemis. En 1485, Henri Tudor, lointain descendant de la maison de Lancastre par sa mère, débarqua du pays de Galles avec une petite armée. À la bataille de Bosworth Field, Richard III fut tué et Henri proclamé roi sous le nom d'Henri VII, inaugurant la dynastie Tudor. Pour consolider sa position, Henri épousa Élisabeth d'York, fille d'Édouard IV, unissant symboliquement les roses rouges et blanches. Cette union mit fin aux guerres civiles, bien que des prétendants yorkistes continuèrent à troubler le règne d'Henri VII. La guerre des deux roses, bien que relativement brève et intermittente, eut des conséquences profondes sur la société anglaise. Elle décima l'ancienne noblesse féodale. De nombreuses grandes familles s'éteignirent, leurs terres confisquées par la couronne ou redistribuées à de nouveaux favoris. Cette situation permit aux Tudors de gouverner avec moins de contraintes que leurs prédécesseurs. La guerre contribua également à l'ascension sociale d'une nouvelle classe de gentilshommes et de marchands qui, restés à l'écart des conflits, avaient prospéré dans le commerce et l'industrie, particulièrement celle de la laine. Ces nouveaux hommes formeraient l'épine dorsale de l'administration Tudor. Sur le plan militaire, ces guerres civiles marquèrent la fin de l'ère féodale. Les armées n'étaient plus principalement composées de vassaux convoqués par leur suzerain, mais de soldats professionnels et de mercenaires. L'importance croissante de l'artillerie rendait obsolètes les châteaux médiévaux et transformait l'art de la guerre. La période yorkiste et le début de l'ère Tudor coïncidèrent avec d'importants développements culturels et technologiques. L'introduction de l'imprimerie par William Caxton en 1476 révolutionna la diffusion du savoir. La Renaissance italienne commençait à influencer l'art et l'architecture anglais. Les premiers signes de la réforme religieuse se manifestaient avec le mouvement Lollard, inspiré par les écrits de John Wycliffe. Henri VII, premier roi Tudor, était avant tout un homme pragmatique. Son règne, 1485 à 1509, fut consacré à la consolidation de son pouvoir et à la restauration des finances royales, épuisées par des décennies de conflits. Il renforça le conseil du roi, créa la Court of Star Chamber pour juger les nobles trop puissants et accumula un trésor considérable grâce à une fiscalité rigoureuse et à une administration efficace. Ce roi prudent et économe préparait, sans le savoir, le terrain pour l'un des règnes les plus flamboyants et transformateurs de l'histoire anglaise, celui de son fils, Henri VIII. Henri VIII accéda au trône en 1509 à l'âge de 18 ans. Grand, athlétique, cultivé et charismatique, il incarnait l'idéal du prince Renaissance. Son règne de 38 ans allait transformer l'Angleterre de manière irréversible, principalement à travers la rupture avec Rome et l'établissement de l'Église d'Angleterre. Les premières années du règne d'Henri VIII furent marquées par une politique étrangère ambitieuse. Désireux de jouer un rôle sur la scène européenne, il s'engagea dans plusieurs campagnes militaires coûteuses contre la France, avec des résultats mitigés. Son principal conseiller durant cette période était Thomas Wolsey, cardinal et lord chancelier, qui dirigeait effectivement le gouvernement tandis qu'Henri se consacrait au plaisir de la chasse, de la musique et des tournois. Mais c'est la vie personnelle du roi qui allait avoir les conséquences les plus profondes sur l'histoire anglaise. Marié depuis 1509 à Catherine d'Aragon, veuve de son frère aîné Arthur, Henri n'avait pas obtenu l'héritier mâle qu'il désirait. Leur seul enfant survivant était une fille, Marie. Vers 1527, Henri devint convaincu que ce mariage était maudit, car contraire à la loi biblique interdisant d'épouser la veuve de son frère.
Sa conviction fut renforcée par sa passion pour Anne Boleyn, dame d'honneur de la reine, qui refusait de devenir sa maîtresse, mais accepterait d'être sa femme. Henri demanda au pape Clément VII d'annuler son mariage avec Catherine, mais celui-ci, sous la pression de Charles Quint, neveu de Catherine, temporisa. Impatient, Henri rompit avec Rome. Entre 1533 et 1534, le Parlement vota une série de lois qui coupèrent les liens avec la papauté et firent du roi le chef suprême de l'Église d'Angleterre. Thomas Cranmer, nommé archevêque de Canterbury, prononça la nullité du mariage avec Catherine, permettant à Henri d'épouser Anne Boleyn, déjà enceinte. Cette rupture, connue sous le nom de réforme anglicane, fut initialement plus politique que doctrinale. Henri VIII restait attaché à la plupart des dogmes catholiques et persécuta aussi bien les protestants radicaux que les catholiques fidèles à Rome. Ce n'est que progressivement, sous l'influence de conseillers comme Thomas Cromwell, que des éléments de théologie protestante furent introduits dans l'Église anglicane. La dissolution des monastères, entre 1536 et 1540, fut peut-être la conséquence la plus visible de la réforme. Des centaines d'abbayes, prieurés et couvents furent fermés, leurs biens confisqués par la couronne, puis souvent revendus à des nobles ou à de riches marchands. Cette redistribution massive de terres transforma le paysage social et économique de l'Angleterre. La vie matrimoniale d'Henri continua à influencer la politique nationale. Anne Boleyn, qui lui avait donné une fille, la future Élisabeth Eyre, mais pas de fils, fut exécutée pour adultère et trahison en 1536. Sa troisième femme, Jane Seymour, mourut en couche après avoir donné naissance au futur, Édouard VI. Suivirent Anne de Clèves, mariage rapidement annulé, Catherine Howard, exécutée pour adultère, et enfin Catherine Parr, qui lui survécut. Les dernières années d'Henri VIII furent assombries par la maladie et l'obésité. Le jeune athlète s'était transformé en un tyran irascible et douloureux, gouvernant par la terreur. À sa mort en 1547, il laissait un royaume transformé mais instable, avec un héritier âgé de seulement 9 ans. Le court règne d'Édouard VI, 1547 à 1553, vit l'Angleterre s'orienter résolument vers le protestantisme sous l'influence du Lord Protecteur. Édouard Seymour, duc de Somerset, puis de John Dudley, duc de Northumberland. Le Book of Common Prayer, rédigé par Thomas Cranmer, standardisa la liturgie anglicane en anglais plutôt qu'en latin. La mort prématurée d'Édouard VI à 15 ans provoqua une crise de succession. Marie Tudor, fille catholique d'Henri VIII et de Catherine d'Aragon, parvint à déjouer la tentative de Northumberland d'installer Lady Jane Grey sur le trône et fut proclamée reine. Le règne de Marie Eyre, 1553 à 1558, marqua une tentative de restauration catholique. Elle épousa Philippe II d'Espagne et réintroduisit la messe latine. Sa persécution des protestants, qui lui valut le surnom de Bloody Mary, culmina avec le bûcher de près de 300 hérétiques, dont l'archevêque Cranmer. Ces persécutions, combinées à des désastres comme la perte de Calais, dernier territoire anglais en France, et une grave crise économique, rendirent Marie impopulaire. Sa mort sans enfant en 1558 porta au trône sa demi-sœur, Élisabeth. Le règne d'Élisabeth Eyre, 1558 à 1603, est considéré comme un âge d'or de l'histoire anglaise. Cette reine intelligente et pragmatique établit un compromis religieux, la Via Media anglicane, qui permettait une certaine latitude dans les pratiques tout en imposant une conformité extérieure. Elle s'entoura de conseillers habiles comme William Cecil et Francis Walsingham, qui l'aidèrent à naviguer dans les eaux troubles de la politique européenne. Sur le plan international, le règne d'Élisabeth fut marqué par la rivalité avec l'Espagne catholique de Philippe II. Cette tension culmina en 1588
avec l'envoi de l'invincible Armada, flotte espagnole destinée à envahir l'Angleterre. Sa défaite, due à une combinaison de facteurs, tactiques navales anglaises, tempêtes, navires espagnols mal adaptés, fut célébrée comme une intervention divine en faveur de l'Angleterre protestante. Cette période vit aussi les débuts de l'expansion maritime et coloniale anglaise. Des marins comme Francis Drake, John Hawkins et Walter Raleigh explorèrent le Nouveau Monde, défièrent la puissance espagnole et jetèrent les bases de ce qui deviendrait l'Empire britannique. La première colonie anglaise en Amérique du Nord, baptisée Virginie en l'honneur de la Reine Vierge, fut fondée à Roanoke en 1585, bien qu'elle disparût mystérieusement peu après. Sur le plan culturel, l'ère élisabéthaine fut exceptionnellement riche. C'est l'époque de Shakespeare, dont les pièces, jouées au Globe Theatre et dans d'autres playhouses londoniens, demeurent des sommets de la littérature mondiale. Des poètes comme Edmund Spenser et Philip Sidney, des compositeurs comme William Byrd et Thomas Tallis, des explorateurs comme Drake et Raleigh incarnaient l'esprit de cette renaissance anglaise. Londres se transformait rapidement. Sa population passa d'environ 50 000 habitants au début du XVIe siècle à 200 000 à la fin du règne d'Élisabeth, malgré les épidémies récurrentes de peste. Cette croissance reflétait l'urbanisation croissante du pays et son dynamisme économique. L'économie anglaise connut en effet d'importantes mutations sous les Tudors. L'industrie lainière prospéra, stimulée par les innovations techniques et l'afflux de tisserands protestants, fuyant les persécutions continentales. Le commerce maritime se développa, avec la création de compagnies comme la Muscovy Company et la East India Company. Les enclosures, conversion des terres agricoles communales en pâturage privé pour l'élevage ovin, transformèrent les campagnes, provoquant un exode rural et une augmentation de la pauvreté qui obligea Élisabeth à promulguer les Poor Laws en sorte 1601. Mais derrière cette prospérité et ce rayonnement culturel, des tensions s'accumulaient. La question de la succession d'Élisabeth, qui refusa toujours de se marier et de désigner clairement un héritier, créait une incertitude politique. Les divisions religieuses s'approfondissaient, avec d'un côté les puritains qui trouvaient de l'Église anglicane trop proche du catholicisme, et de l'autre les récusants catholiques, persécutés de manière croissante après l'excommunication d'Élisabeth par le pape Pie V en 1570. Lorsqu'Élisabeth mourut en 1603, elle laissait un royaume plus puissant, plus prospère et plus confiant qu'à son avènement, mais aussi confronté à de nouveaux défis. Son successeur, Jacques Ier Stuart, roi d'Écosse et fils de Marie Stuart, héritait d'une situation complexe qui allait déboucher, moins d'un demi-siècle plus tard, sur l'une des crises les plus profondes de l'histoire anglaise, la guerre civile. L'accession au trône d'Angleterre de Jacques VI d'Écosse, devenu Jacques Ier d'Angleterre, marqua le début de la dynastie des Stuart et l'union personnelle des couronnes d'Angleterre et d'Écosse. Ce roi érudit mais maladroit, convaincu du caractère divin de son autorité, se heurta rapidement au Parlement anglais, jaloux de ses prérogatives. Les tensions religieuses persistaient. Les puritains, qui avaient espéré que Jacques, élevé dans l'Écosse presbytérienne, réformerait l'Église anglicane dans un sens plus calviniste, furent déçus par sa défense de l'épiscopat. Les catholiques, après l'échec de la conspiration des Poudres en 1605, tentative d'assassinat du roi et du Parlement, furent soumis à des restrictions accrues. Sur le plan international, Jacques rompit avec la politique élisabéthaine d'opposition à l'Espagne pour rechercher la paix. Cette politique, impopulaire auprès de nombreux Anglais qui voyaient l'Espagne comme l'ennemi naturel, fut poursuivie par son fils Charles Ier, qui épousa Henriette Marie, princesse catholique française. Le règne de Charles Ier, 1625 à 1649, vit l'exacerbation des tensions entre la couronne et le Parlement. Convaincu comme son père du droit divin des rois, Charles tenta de gouverner sans convoquer le Parlement de 1629
à 1640, période connue sous le nom de tyrannie des 11 ans. Pour financer son gouvernement, il recourut à des expédients fiscaux considérés comme illégaux par de nombreux sujets. La tentative d'imposer le Book of Common Prayer à l'Écosse presbytérienne déclencha une rébellion qui força Charles à convoquer le Parlement pour obtenir des subsides. Ce long Parlement, réuni en novembre 1640, entreprit de limiter drastiquement les pouvoirs royaux et d'éliminer les conseillers les plus impopulaires du roi, comme Thomas Wentworth, comte de Strafford, et l'archevêque William Laud. La tension culmina en janvier 1642, lorsque Charles tenta d'arrêter 5 membres du Parlement accusés de trahison. Cet échec fut suivi par le départ du roi de Londres et les préparatifs de guerre des deux côtés. En août, Charles leva son étendard à Nottingham, marquant officiellement le début de la première guerre civile anglaise. Ce conflit opposa les cavaliers, royalistes, aux têtes rondes, parlementaires. Il ne s'agissait pas simplement d'une lutte pour le pouvoir politique, mais aussi d'un affrontement entre différentes visions religieuses et sociales de l'Angleterre. Les royalistes, majoritaires dans le nord et l'ouest, tendaient à être anglicans, traditionalistes et aristocrates. Les parlementaires, dominants dans Londres, l'est et le sud, comptaient davantage de puritains et de représentants de la classe marchande et de la petite noblesse, gentry. Après des succès initiaux des royalistes, l'équilibre des forces bascula en faveur du Parlement avec la formation de la New Model Army, armée professionnelle commandée par Sir Thomas Fairfax et Oliver Cromwell. Cette force disciplinée et motivée par une forte conviction religieuse remporta des victoires décisives à Marston Moor, 1644, et Nesby, 1645. Charles Ier, défait, se rendit aux Écossais, qui le livrèrent au Parlement anglais. S'ensuivit une période complexe de négociations et de luttes internes au camp parlementaire. Les presbytériens modérés souhaitaient un accord avec le roi, tandis que les indépendants radicaux, soutenus par l'armée, exigeaient des changements plus profonds. Le refus de Charles de céder sur les questions essentielles et sa tentative de relancer la guerre avec l'aide des Écossais. Deuxième guerre civile, 1648 célèrement son sort. L'armée, sous la direction de Cromwell, purgea le Parlement de ses éléments modérés, Pride's Purge, et traduisit le roi en justice pour haute trahison contre le royaume. Charles Ier fut décapité le 30 janvier 1649 devant le palais de Whitehall, événement sans précédent qui choqua l'Europe monarchique. L'Angleterre fut alors proclamée Commonwealth, république, gouvernée par un conseil d'État et un parlement croupion, ce qui restait du long parlement après la purge. Mais le véritable pouvoir résidait dans l'armée et son chef, Cromwell, qui écrasa successivement les rébellions en Irlande et en Écosse, unifiant par la force les îles britanniques. En 1653, frustré par l'inefficacité du Parlement, Cromwell le dissolut par la force et établit le protectorat, régime semi-dictatorial où il exerçait le pouvoir avec le titre de Lord Protecteur. Malgré des tentatives de créer des institutions représentatives, les parlements de 1654 et 1656. Le régime reposait essentiellement sur l'autorité personnelle de Cromwell et le soutien de l'armée. Sur le plan religieux, le protectorat se caractérisa par une tolérance relative, excepté envers les catholiques et les anglicans, permettant le développement de nombreuses sectes protestantes radicales comme les Quakers, les Baptistes et les Ranters. Sur le plan international, Cromwell poursuivit une politique agressive contre l'Espagne et en faveur des intérêts commerciaux anglais, jetant les bases de la future puissance maritime britannique. La mort de Cromwell en 1658, suivie de la brève et inefficace gouvernance de son fils Richard, plongea le régime dans la crise. Lassés de l'instabilité politique et des restrictions puritaines, de nombreux Anglais aspiraient au retour de la monarchie. Le général George Monk, commandant les forces en Écosse, marcha sur Londres
restaura le long Parlement dans son intégralité et négocia le retour de Charles II, fils aîné de Charles Ier, exilé en France. La restauration de 1660 fut accueillie avec enthousiasme. Charles II, conscient des erreurs de son père, gouverna avec prudence, cherchant à équilibrer son autorité avec celle du Parlement. Son règne, 1660 à 1685, vit une réaction contre l'austérité puritaine. Réouverture des théâtres, développement des arts, mode des perruques et des habits somptueux. La cour de Charles II, influencée par ses années d'exil en France, devint un centre de raffinement, mais aussi de libertinage. Cette période vit également la naissance de la science moderne en Angleterre, avec la fondation de la Royal Society en 1662 et les travaux de figures comme Robert Boyle, Robert Hooke et plus tard Isaac Newton. Samuel Pepys commença son fameux journal, chronique inestimable de la vie londonienne, incluant des événements comme la Grande Peste de 1665 et le grand incendie de Londres l'année suivante, qui détruisit une grande partie de la vieille ville médiévale. La reconstruction qui suivit transforma Londres. L'architecte Christopher Wren conçut la nouvelle cathédrale Saint-Paul et de nombreuses églises paroissiales dans un style classique inspiré de l'Italie. Les rues furent élargies, les maisons à colombages remplacées par des constructions en briques plus résistantes au feu. Sur le plan politique, le règne de Charles II fut marqué par l'émergence des premiers partis politiques modernes. Les Tories, partisans d'une forte autorité royale et de l'église anglicane, et les Whigs, défenseurs des prérogatives parlementaires et plus favorables à la tolérance religieuse. La crise de l'exclusion, 1679 à 1681. Tentative des Whigs d'exclure le frère catholique de Charles, Jacques de la Succession, exacerba ces divisions. Malgré ces tensions, Charles parvint à maintenir un équilibre précaire jusqu'à sa mort en 1685. Son frère lui succéda sous le nom de Jacques II, déterminé à renforcer l'autorité royale et à améliorer la situation des catholiques. Ces politiques provoquèrent rapidement l'opposition des élites protestantes. La naissance d'un héritier mâle en juin 1688, qui garantissait une succession catholique, précipita la crise. 7 notables invitèrent Guillaume d'Orange, statuaire des Provinces-Unies et époux de Marie, fille protestante de Jacques II, à intervenir. Guillaume débarqua en Angleterre en novembre. Face à la défection massive de ses soutiens, Jacques s'enfuit en France. Le Parlement offrit la couronne à Guillaume et Marie conjointement, marquant le début de la glorieuse Révolution. Ce transfert de pouvoir pacifique s'accompagna du Bill of Rights, 1689, qui limitait les pouvoirs royaux et garantissait certains droits fondamentaux, et de l'Act of Settlement, 1701, qui établissait la Succession protestante. Ces documents, avec la Magna Carta et d'autres textes historiques, forment la constitution non écrite du Royaume-Uni. La glorieuse Révolution compléta l'évolution politique commencée avec la guerre civile, établissant un équilibre entre monarchie, aristocratie, lords et éléments démocratiques, communes, qui caractériserait le système britannique pendant les siècles suivants. Le philosophe John Locke théorisa ces changements dans ses 2 traités du gouvernement civil, 1690, influençant profondément la pensée politique occidentale. Le règne de Guillaume IIIe et Marie II, 1689 à 1702, Marie mourant en 1694, fut dominé par la guerre contre la France de Louis XIV, qui soutenait Jacques II. Cette lutte s'inscrivait dans un conflit plus large pour la suprématie européenne et coloniale. Pour financer cette guerre coûteuse, le gouvernement anglais innova en créant la Banque d'Angleterre 1694 et en développant un système sophistiqué de dette nationale. Ces innovations financières, combinées à une fiscalité efficace, donnèrent à l'Angleterre un avantage décisif sur ses rivaux. La mort sans enfant de Guillaume, puis d'Anne,
dernière fille de Jacques II, qui régna de 1702 à 1714. Porta au trône la maison de Hanovre en la personne de Georges Ier, arrière-petit-fils de Jacques Ier par sa mère. Ce changement dynastique renforça encore le pouvoir du Parlement, car les premiers rois hanovriens, peu familiers avec la langue et les coutumes anglaises, s'appuyèrent fortement sur leurs ministres. Sous le règne de Georges Ier, 1714 à 1727, émergea le système du cabinet ministériel, dirigé par un premier ministre de facto. Robert Walpole, qui occupa cette fonction de 1721 à 1742, est souvent considéré comme le premier véritable Premier ministre britannique. Sa politique de paix et de stabilité fiscale favorisa le développement économique. Le XVIIIe siècle vit l'Angleterre, puis la Grande-Bretagne, après l'acte d'union avec l'Écosse en 1707, s'affirmer comme une puissance mondiale majeure. Les guerres successives contre la France, guerre de succession d'Espagne, guerre de succession d'Autriche, guerre de 7 ans, étendirent progressivement l'empire colonial britannique en Amérique du Nord, aux Caraïbes et en Inde. Cette expansion s'appuyait sur une marine puissante, une classe marchande dynamique et un système financier sophistiqué. La Royal Navy, après sa victoire décisive à Trafalgar en 1805, établirait une suprématie maritime qui durerait plus d'un siècle. Mais c'est peut-être dans le domaine économique que les transformations les plus profondes se produisirent. À partir du milieu du XVIIIe siècle, l'Angleterre connut une révolution agricole caractérisée par de nouvelles techniques de culture, de rotation des sols et d'élevage sélectif. Des innovateurs comme Jethro Tull, semoir mécanique, Charles Turnip Townshend, rotation quadriennale incluant le navet, et Robert Bakewell, amélioration des races ovines, augmentèrent considérablement la productivité agricole. Cette révolution agricole prépara le terrain pour la révolution industrielle, qui allait transformer radicalement non seulement l'Angleterre, mais le monde entier. La révolution industrielle, qui commença en Grande-Bretagne dans les dernières décennies du XVIIIe siècle, représente l'une des transformations les plus fondamentales de l'histoire humaine, comparable à l'invention de l'agriculture ou de l'écriture. Elle marqua le passage d'une économie agraire et artisanale à une économie dominée par l'industrie et la manufacture mécanisée. Plusieurs facteurs expliquent pourquoi cette révolution débuta en Grande-Bretagne plutôt qu'ailleurs. Le pays possédait d'abondantes ressources naturelles, notamment du charbon et du fer. Son système politique stable, après la Glorieuse Révolution, offrait un cadre propice aux investissements. La Bank of England et le développement des sociétés par actions facilitaient la mobilisation des capitaux. Le commerce colonial fournissait des matières premières et des marchés. Enfin, une tradition d'innovation technique et scientifique, incarnée par la Royal Society, encourageait l'invention et l'amélioration des procédés industriels. L'industrie textile fut le premier secteur à connaître une mécanisation à grande échelle. Une série d'inventions révolutionna le filage et le tissage. La navette volante de John Kay, 1733. La spinning jenny de James Hargreaves, 1764. Le waterframe de Richard Arkwright, 1769. La mule jenny de Samuel Crompton, 1779. Et enfin le métier à tisser mécanique d'Edmund Cartwright, 1785. Ces innovations augmentèrent considérablement la productivité, transformant une industrie jusque-là domestique en un système de production en usine. L'utilisation de la machine à vapeur, perfectionnée par James Watt à partir de 1769, constitua une avancée décisive. Contrairement aux moulins à eau ou à vent, la machine à vapeur pouvait être installée n'importe où et fonctionner indépendamment des conditions météorologiques. Elle fut rapidement appliquée non seulement à l'industrie textile, mais aussi aux mines, à la métallurgie et plus tard au transport. L'industrie sidérurgique connut également des innovations majeures. Abraham Darby
avait découvert dès 1709 comment utiliser le coke, charbon purifié, plutôt que le charbon de bois pour fondre le minerai de fer, permettant une production à plus grande échelle. Henry Cort développa en 1784 le procédé de puddlage, qui permettait de produire de la fonte de meilleure qualité en éliminant les impuretés. Ces développements techniques s'accompagnèrent de transformations sociales et économiques profondes. La population britannique augmenta rapidement, passant d'environ 6 millions en 1700 à près de 9 millions en 1800 et 20 millions en 1850. Cette croissance démographique fournit à la fois une main-d'œuvre abondante pour les nouvelles industries et un marché intérieur en expansion. L'urbanisation s'accéléra dramatiquement. Des villes comme Manchester, Birmingham, Leeds ou Sheffield, auparavant modestes bourgades, devinrent d'importants centres industriels. Manchester, capitale de l'industrie cotonnière, vit sa population décuplée entre 1750 et 1850. Ces nouvelles villes industrielles, construites rapidement et sans planification adéquate, offraient souvent des conditions de vie déplorables. Logements surpeuplés, absence d'hygiène, pollution de l'air et de l'eau. La classe ouvrière industrielle émergea comme une nouvelle force sociale. Les travailleurs des usines, soumis à une discipline de travail stricte et à des conditions souvent dangereuses, commencèrent à s'organiser pour défendre leurs intérêts. Les premiers syndicats apparurent, bien que sévèrement restreints par les Combination Act de 1799 à 1824. Des mouvements comme le ludisme, 1811 à 1816, qui impliquaient la destruction des machines accusées de supprimer des emplois, témoignaient des tensions sociales de cette période de transition. Les transports furent également révolutionnés. Un vaste réseau de canaux, construit principalement entre 1760 et 1830, améliora considérablement le transport des marchandises lourdes comme le charbon et le fer. À partir des années 1820, les chemins de fer transformèrent encore plus radicalement les communications. La ligne Liverpool-Manchester, ouverte en 1830, inaugura l'ère des voyages rapides par voie terrestre. Le réseau ferroviaire britannique se développa à une vitesse fulgurante, passant de quelques dizaines de kilomètres en 1830 à plus de 10 000 en 1850. Les conséquences économiques de la révolution industrielle furent immenses. La production de biens manufacturés augmenta exponentiellement. Le commerce extérieur se développa massivement, la Grande-Bretagne devenant l'atelier du monde, exportant ses produits textiles, métallurgiques et mécaniques sur tous les continents. Cette puissance économique soutenait l'expansion impériale britannique, qui s'accéléra au XIXe siècle. Mais la révolution industrielle eut aussi un coût humain considérable. Les conditions de travail dans les premières usines étaient souvent épouvantables. Journées de 12 à 16 heures, surveillance constante, amendes pour le moindre manquement, accidents fréquents dus aux machines non protégées. Les femmes et les enfants, payés encore moins que les hommes, constituaient une part importante de la main-d'œuvre. Des enquêtes parlementaires, comme celle menée par Michael Sadler en 1832, révélèrent l'ampleur de ces abus, conduisant progressivement à une législation protectrice, comme les Factory Acts, qui limitèrent le travail des enfants. La pollution industrielle affecta gravement l'environnement urbain. Le charbon, principale source d'énergie, couvrait les villes d'un smog permanent. Les rivières servaient d'égouts à ciel ouvert, propageant des maladies comme le choléra, qui frappa la Grande-Bretagne en plusieurs vagues meurtrières entre 1831 et 1866. Les réponses à ces problèmes sociaux furent diverses. Des réformateurs comme Robert Owen tentèrent de créer des communautés industrielles modèles, comme à New Lanark en Écosse. Le mouvement chartiste, 1838 à 1858, réclama des réformes politiques qui donneraient plus de pouvoir à la classe ouvrière. Des philanthropes comme Lord Shaftesbury militèrent pour améliorer les conditions de travail, particulièrement pour les femmes et les enfants. Des ingénieurs sanitaires comme Edwin Chadwick promurent des réformes de santé publique pour améliorer l'hygiène urbaine.
Ces mouvements de réforme contribuèrent à façonner le visage de la société industrielle britannique, créant progressivement un cadre réglementaire qui adoucit certains des aspects les plus brutaux de la première industrialisation. Mais ce processus fut lent et incomplet, laissant des cicatrices sociales profondes qui marqueraient la société britannique bien au-delà de la période victorienne. L'ère victorienne, qui couvre le long règne de la reine Victoria, 1837 à 1901, représente l'apogée de la puissance britannique. Durant cette période, le Royaume-Uni s'affirma comme la première puissance mondiale, dominant les mers, contrôlant un empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais, et exportant ses produits industriels, ses capitaux et ses idées à travers le globe. Victoria monta sur le trône à 18 ans, héritant d'une monarchie dont le prestige avait été terni par les excentricités et scandales de ses prédécesseurs immédiats. George IV et Guillaume IV. Son long règne restera la popularité de l'institution monarchique, notamment après son mariage en 1840 avec son cousin Albert de Saxe-Cobourg-Gotha, qui devint son conseiller le plus proche jusqu'à sa mort prématurée en 1161. Le couple royal incarnait les valeurs victoriennes de respectabilité, de devoir et de moralité domestique qui caractérisaient, du moins en apparence, la classe moyenne britannique en pleine expansion. Leur famille nombreuse, 9 enfants, servait de modèle à une société qui valorisait la vie familiale et la séparation des sphères. L'homme au travail, la femme au foyer. Sur le plan politique, l'ère victorienne fut marquée par une démocratisation progressive. Les Reform Acts de 1832, 1867 et 1884 élargirent considérablement le droit de vote, qui passa d'environ 500 000 électeurs en 1831 à plus de 5 millions en 1884. Le scrutin secret fut introduit en 1872. Les circonscriptions électorales furent redécoupées pour mieux refléter la distribution de la population, et la corruption électorale fut combattue par des lois successives. Les deux grands partis, conservateurs et libéraux, évolution des Tories et Whigs, alternèrent au pouvoir. Des figures comme Sir Robert Peel, William Gladstone et Benjamin Disraeli dominèrent la vie politique, développant des visions différentes de ce que devait être la Grande-Bretagne moderne. Peel modernisa le Parti conservateur et abolit les Corn Laws protectionnistes en 1846, marquant le triomphe du libre-échange. Gladstone, 4 fois Premier ministre libéral, promut les réformes administratives, l'éducation publique et une politique étrangère morale. Disraeli, son grand rival conservateur, défendit l'alliance de l'aristocratie et des classes ouvrières contre la bourgeoisie libérale et développa l'idée d'un impérialisme social, où l'Empire servirait à améliorer le sort des Britanniques. La bureaucratie gouvernementale se professionnalisa avec l'introduction des concours d'entrée dans la fonction publique en 1854. Les gouvernements locaux furent réformés par une série de lois culminant avec le Local Government Act de 1888, qui créa un système moderne de comtés et de districts. L'économie victorienne poursuivit son expansion. Bien que le rythme de croissance industrielle ralentit par rapport à la phase initiale de la révolution industrielle. Vers la fin du XIXe siècle, la Grande-Bretagne commença à faire face à la concurrence croissante de nouvelles puissances industrielles comme l'Allemagne et les États-Unis. L'agriculture britannique connut une âge d'or jusqu'aux années 1870, puis souffrit d'une longue dépression due à la concurrence des importations américaines et australiennes, facilitée par les progrès des transports maritimes et la politique de libre-échange. Cette crise accéléra l'exode rural et la transformation de l'économie britannique, de plus en plus dominée par l'industrie, le commerce et la finance. La City de Londres s'affirma comme le centre financier mondial, finançant des projets de développement sur tous les continents. La livre sterling, ancrée sur les talons morts depuis 1821, devint la monnaie internationale de référence. Des compagnies britanniques
construisirent des chemins de fer en Amérique du Sud, exploitèrent des mines en Afrique et en Australie, développèrent des plantations en Asie. Sur le plan social, la période victorienne fut marquée par de forts contrastes. D'un côté, une prospérité croissante pour la classe moyenne et une partie de la classe ouvrière qualifiée. De l'autre, une pauvreté persistante pour les travailleurs non qualifiés et les déshérités. Charles Dickens, dans ses romans, décrivit avec acuité ces contrastes sociaux, notamment dans Oliver Twist, Temps difficile ou Bleak House. Les conditions de vie s'améliorèrent néanmoins pour la majorité de la population. L'espérance de vie augmenta, passant d'environ 40 ans au début du règne de Victoria à environ 50 ans à la fin. Les progrès de la médecine, de l'hygiène publique et de l'alimentation contribuèrent à cette amélioration. Des réformes sanitaires majeures, comme le Public Health Act de 1848 et le développement de systèmes modernes d'égouts dans les grandes villes, réduisirent significativement la mortalité due aux maladies infectieuses. L'éducation se développa considérablement. Le Forster's Education Act de 1870 créa un système national d'écoles élémentaires, complété par l'Education Act de 1880, qui rendit l'éducation obligatoire jusqu'à 10 ans, âge progressivement relevé. Par la suite, des universités furent fondées dans les grandes villes industrielles, comme Manchester, Birmingham et Leeds, brisant le monopole d'Oxford et Cambridge. La culture victorienne reflétait les contradictions de la société. La façade de respectabilité coexistait avec une fascination pour le macabre et l'occulte. La littérature fleurissait avec des romanciers comme les sœurs Brontë, George Eliot et Thomas Hardy, qui exploraient les tensions sociales et morales de leur époque. La poésie de Tennyson, Browning et Arnold portait les préoccupations de l'âge victorien. Le doute religieux face aux découvertes scientifiques, la nostalgie d'un passé idéalisé, l'anxiété face aux changements rapides. L'architecture victorienne, d'abord dominée par le néo-gothique de Pugin et de Gilbert Scott, évolua vers un éclectisme incorporant des influences de diverses périodes et cultures. Des édifices comme le palais de Westminster, reconstruit après l'incendie de 1834, ou les gares ferroviaires monumentales comme Saint-Pancras, illustrent cette esthétique. La science connut un âge d'or, avec des figures comme Charles Darwin, dont L'origine des espèces, 1859, révolutionna la compréhension du monde vivant. Michael Faraday et James Clerk Maxwell, dont les travaux sur l'électromagnétisme jetèrent les bases de la physique moderne, et James Joule, qui formula le principe de conservation de l'énergie. L'expansion impériale s'accéléra durant la période victorienne. La mission civilisatrice devint un motif majeur de la colonisation, bien que les intérêts économiques et stratégiques restassent prédominants. L'Inde, administrée directement par la couronne après la révolte des Sipahis de 1857, était considérée comme le joyau de la couronne. En Afrique, le contrôle britannique s'étendit du Cap au Caire, culminant avec la guerre des Boers, 1899 à 1902. Le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande évoluèrent vers un statut de dominion largement autonome, habité principalement par des colons d'origine britannique. Cet empire immense transformait la conscience nationale britannique. L'impérialisme devint une idéologie influente, célébrée par des écrivains comme Rudyard Kipling et H. Rider Haggard. La reine Victoria fut proclamée impératrice des Indes en 1876, symbolisant cette nouvelle dimension de la monarchie britannique. Pourtant, à la fin du règne de Victoria, certains signes annonçaient déjà les défis que le Royaume-Uni allait affronter au XXe siècle. La concurrence économique allemande et américaine s'intensifiait. Les tensions impériales se multipliaient, de l'Égypte à l'Afghanistan. La question irlandaise restait non résolue, avec l'échec des projets de Home Rule de Gladstone. Les revendications sociales s'affirmaient, avec la montée du mouvement ouvrier organisé
et les premières manifestations du mouvement suffragiste réclamant le droit de vote pour les femmes. Lorsque Victoria mourut en janvier 1901, après 63 ans de règne, elle laissait un pays profondément transformé, urbanisé, industrialisé, démocratisé, dominant un empire mondial, mais confronté à des défis croissants qui mettraient à l'épreuve sa puissance et ses institutions dans les décennies suivantes. Notre voyage à travers l'histoire anglaise, du jour fatidique de 1066 à l'aube du XXe siècle, touche à sa fin. Ce que nous avons observé n'est rien de moins que la naissance et l'évolution d'une nation qui, de périphérie de l'Europe, est devenue le centre d'un empire mondial. Que reste-t-il aujourd'hui de cette longue histoire ? Bien plus que nous ne l'imaginons au premier abord. La langue que nous parlons porte l'empreinte de la conquête normande dans son vocabulaire dual, germanique et latin. Les institutions politiques modernes, parlement, monarchie constitutionnelle, common law, ont leurs racines dans les luttes de pouvoir médiévales et les révolutions du XVIIe siècle. Les paysages urbains et ruraux de l'Angleterre témoignent de chaque période. Châteaux normands, cathédrales gothiques, manoirs Tudor, places géorgiennes, usines victoriennes coexistent dans un palimpseste architectural fascinant. Même notre conception moderne de l'individu et de ses droits doit beaucoup à l'histoire anglaise. De la Magna Carta au Bill of Rights, en passant par les écrits de penseurs comme John Locke, l'idée que le pouvoir doit être limité et que les individus possèdent des droits inaliénables s'est développée progressivement à travers les siècles et a influencé les révolutions démocratiques dans le monde entier. L'impact mondial de l'Angleterre va bien au-delà de son empire formel. La révolution industrielle, née dans ces Midlands, a transformé l'économie mondiale. Sa langue est devenue le principal véhicule de communication internationale. Son système juridique a été adopté ou a influencé celui de nombreux pays. Ses institutions politiques ont servi de modèle à des démocraties naissantes sur tous les continents. Mais cette histoire n'est pas un simple récit triomphaliste. Elle est aussi marquée par des conflits, des injustices et des souffrances. La conquête normande a imposé une élite étrangère. L'expansion impériale s'est souvent faite au détriment des peuples colonisés. La révolution industrielle a créé des richesses immenses, mais aussi des inégalités profondes et des dommages environnementaux dont nous ressentons encore les effets. L'histoire de l'Angleterre nous rappelle que le changement est la seule constante. Cette petite île a connu des transformations radicales au cours du millénaire que nous avons parcouru. Dans sa langue, sa religion, son économie, sa structure sociale et politique. Rien ne semblait prédestiner l'Angleterre anglo-saxonne à devenir le centre d'un empire mondial. Rien ne garantissait que la monarchie survivrait aux crises du XVIIe siècle. Rien n'indiquait que les petits ateliers textiles du Lancashire donneraient naissance à une révolution économique mondiale. Cette capacité d'adaptation et de réinvention, souvent née de crises et de conflits, est peut-être la leçon la plus pertinente que nous offre l'histoire anglaise. Dans un monde confronté à des défis sans précédent, changement climatique, révolution numérique, tensions géopolitiques, cette leçon d'adaptabilité résonne avec une pertinence particulière. Pourquoi continuons-nous à raconter cette histoire, comme si elle était simple et linéaire, alors qu'elle est faite de contingences, de hasards et de luttes complexes? Peut-être parce que nous avons besoin de récits qui donnent sens au chaos apparent de l'histoire. Mais la véritable richesse de l'histoire anglaise réside précisément dans sa complexité, dans la multiplicité des voix et des expériences qui l'ont façonnée, des paysans médiévaux aux ouvrières des filatures, des monarques aux réformateurs radicaux. Alors que vous vous endormez ce soir, laissez votre imagination vagabonder à travers les siècles que nous avons explorés. Peut-être entendrez-vous l'écho lointain des archers à Crécy, le crépitement des machines à vapeur dans les usines de Manchester, ou les débats passionnés au Parlement lors de la Glorieuse Révolution. Car l'histoire n'est jamais vraiment passée, elle vit en nous, dans nos institutions, nos idées, nos espoirs et nos craintes pour l'avenir. Si cette histoire vous a plu,
n'hésitez pas à proposer des thèmes pour de nouvelles explorations historiques dans les commentaires. Abonnez-vous à notre chaîne, mettez un j'aime à cette vidéo et rejoignez-nous pour d'autres voyages à travers le temps.